actuel. Mais pour moi, en fait, c'est une société sénégalaise qui s'est déjà engagée depuis quelque temps dans une lancée de violence très inquiétante. Donc tout reste possible. Tout reste possible. Oui. Alors si cette thèse du sacrifice est confirmée, cela signifierait-il que dans nos sociétés, on a du mal à se départir de nos habitudes animistes malgré la forte présence des religions révélées? Il y a quelqu'un qui s'appelle Vincent Montel qui parle de l'islam noir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une situation où il y a une combinaison entre nos anciennes croyances, nos anciennes pratiques et les religions révélées qui nous sont venues par la suite. Et c'est pour cette raison précisément qu'on parle de syncrétisme religieux. L'idée qu'au fond, il n'y a pas une fracture, il n'y a pas une distanciation nette entre ce que nous faisions naguère et ce à quoi nous nous adonnons aujourd'hui. Alors les religions révélées sont arrivées et elles ont fait l'objet d'interprétations. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque une société accueille une nouveauté, une innovation, elle a tendance à la lire à partir de son alphabet culturel traditionnel. Alors voilà qui fait que précisément, nous avons les religions révélées qui nous sont parvenues, l'islam, le christianisme, mais enfin ces religions n'ont pas gommé systématiquement les pratiques animistes traditionnelles. Il y a une forte dose d'animisme qui reste, qui sommeille en nous. Absolument, il y a une infiltration de nos considérations animistes, de nos religions animistes dans l'espace des croyances musulmanes et chrétiennes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quelqu'un a dit que bon, dans les sociétés africaines traditionnelles, vous avez une part, un pourcentage de musulmans, un pourcentage de chrétiens, mais tous sont animistes. C'est-à-dire qu'au fond, les gens n'ont pas rompu systématiquement avec leurs anciennes pratiques et leurs anciennes croyances. Cela veut-il dire que l'homme africain est prêt à tout sacrifice pour accéder au pouvoir? Le pouvoir constitue quand même une crispation pour certains. Disons que dans les sociétés africaines traditionnelles, il y avait un mode de dévolution et de gestion du pouvoir qui en faisait quelque chose qui appartenait à une sphère, mais cette sphère n'était pas dans une logique de confinement. C'est-à-dire donc qu'il y avait des vases communicants entre ceux qui exerçaient le pouvoir et les populations de façon générale. Les populations avaient la possibilité, à travers des cercles de concertation, notamment les arbres à palabres, etc. Donc les gens avaient la possibilité de dire leur avis dans le fonctionnement du pouvoir. Et il faut bien voir que déjà en 1776, au Fouta, n'est-ce pas, l'Almami Souleymane Baal a attiré notre attention sur le fait que celui qui est l'imam, c'est-à-dire celui qui exerce le pouvoir, n'est pas forcément celui qui est le meilleur. Mais c'est qu'il faut forcément que quelqu'un exerce le pouvoir. Et donc, la meilleure posture que peut adopter celui qui exerce le pouvoir, c'est une posture d'ouverture, c'est une posture d'humilité, c'est une posture de respect par rapport aux populations. Alors, mais aujourd'hui, il se trouve qu'on a tendance en Afrique à voir le pouvoir comme un espace qui nous permet de contrôler les ressources et corrélativement d'avoir une attitude verticale par rapport aux populations. C'est-à-dire de considérer que les populations doivent être des subordonnés, qu'elles doivent répondre à tous nos desiderata. Ce n'est plus un sacerdoce. Alors donc ce n'est plus un sacerdoce, ce n'est plus un service que l'on rend aux autres. Le pouvoir est devenu véritablement un espace où l'individu pense que finalement tous ses problèmes sont réglés. Quelqu'un l'a dit d'ailleurs, que tous les soucis sont réglés et que de ce point de vue-là, accéder au pouvoir, c'est être dans une sorte de second paradis. Et jusqu'où peut mener cette vision assez fausse du pouvoir? Oui, malheureusement, ça peut conduire certains à faire les investissements les plus fous pour accéder au pouvoir. L'idée, c'est de se dire... Même à tuer. Oui, même à tuer, même à remettre en cause les normes élémentaires de la probité et de l'honnêteté, à faire toutes les formes de combines et de combinaisons, à faire la transhumance, à tordre le cou aux valeurs élémentaires de la moralité, rien que pour accéder au pouvoir. On s'est dit que tout est bon, pourvu simplement que cela nous permette d'accéder au pouvoir. Un peu comme la philosophie de Machiavel, qui consiste en fait qu'il faut utiliser toutes les ruses, il faut se servir de tous les ressorts, de tous les moyens pour accéder au pouvoir sur la base du principe que la fin justifie les moyens. Êtes-vous en train de nous dire par là que pouvoir et éthique sont indissociables? Mais justement, et c'est ce à quoi nous assistons de plus en plus. Alors vous voyez en fait quels sont les moyens, quels sont les sentiers qui sont arpentés par les uns et les autres pour accéder au pouvoir. On a vu des gens en Afrique tuer leurs meilleurs amis pour prendre le pouvoir. On a vu au Sénégal des gens tourner le dos à des personnes avec qui ils ont cheminé pendant longtemps, n'est-ce pas? Ils ont confié même les noms de leurs enfants, et ils ont vécu une amitié certainement profonde, et puis à partir de certain moment, rien que pour l'accès au pouvoir,
toutes ces considérations-là ont été remises en cause. On a vu des gens dire, s'engager sur des questions bien données, et puis à partir d'un certain moment se dédire systématiquement rien que pour des considérations liées à l'accès au pouvoir. Donc ça veut dire qu'en réalité, dans la conception aujourd'hui que nous avons du pouvoir, nous considérons que tout est bon, pourvu simplement qu'on y accède. Puisque dès qu'on y accède, on considère que tous ces problèmes sont réglés, on est comme dans un second paradis. Et voilà qui fait qu'évidemment, on a tendance à faire fi de toute moralité, de toute considération éthique pour accéder au pouvoir. Et ça, c'est une catastrophe. D'où l'expression de chez nous, waxu politicien là. Oui, en fait, c'est cela. Ça veut dire qu'on a tendance à considérer que la politique, c'est un jeu de ruse. C'est un jeu de mensonge. C'est un jeu de contre-vérité. C'est un jeu de calcul d'intérêt égoïste. Alors, si on en est arrivé là, ça veut dire qu'on a véritablement réalisé une perversion de l'optique politique première. En réalité, la politique a essentiellement pour fonction de répondre aux préoccupations des populations. Un homme politique, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a une doctrine, c'est quelqu'un qui veut servir. Et qui n'est pas un saint non plus. Oui, hein? Mais en réalité, aujourd'hui, oui, mais malheureusement aujourd'hui, tel que nous pratiquons la politique, si vous voyez, nous avons 12 millions, 13 millions de Sénégalais, tous ne peuvent pas être au pouvoir. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié une partie de leur vie, qui ont sacrifié leurs moyens financiers, qui ont, etc. et qui ont dit, je veux tout faire pour accéder au pouvoir, rien que pour servir le peuple. Alors si c'est cela, la politique devient un sacerdoce. La politique est accompagnée de la moralité et de l'éthique. Mais par contre, si l'individu dit, l'essentiel pour moi est d'accéder au pouvoir, je vais faire toutes les promesses possibles et imaginables, je vais faire toutes les combinaisons possibles et imaginables, je suis prêt à toutes les compromissions, l'essentiel pour moi est d'accéder au pouvoir. Parce que si j'accède au pouvoir, je vais contrôler les ressources et je vais être au-dessus de toutes les populations. Retour sur investissement. Mais justement, si c'est cela, ça veut dire précisément que la politique est accompagnée de ruses, de calculs d'intérêt égoïste, de contre-vérité, et les Sénégalais, alors, ont tendance à dire que waxu politicien là, c'est-à-dire c'est simplement les paroles de politiciens, c'est-à-dire des paroles qui ne sont adossées à aucune considération morale. Et on a forcément tort de faire de la politique? Non, non, justement. Alors c'est pourquoi quelqu'un comme Platon, depuis l'Antiquité, considérait que les intellectuels et les honnêtes gens ont le devoir de faire la politique. Parce que qu'est-ce qui se passe si ces gens disent que bon, la politique c'est un espace pourri et je dois m'écarter, m'éloigner de tout ce qui est sphère politique? Si les gens disent cela, ça veut dire que qu'est-ce qu'ils vont faire la politique, qu'est-ce qui accéderont au pouvoir et comment le pouvoir sera exercé. Et à partir de ce moment-là, ils se rendront compte que ce sont les plus médiocres, ce sont les moins probes, ce sont les moins honnêtes. Qui vont accéder au pouvoir, qui vont gérer le pouvoir, ils auront à critiquer, mais ce sera trop tard parce qu'ils auraient dû s'impliquer dans l'espace politique. Donc de ce point de vue-là, il faut dire précisément que nous vivons ensemble, nous voulons développer notre pays, mais il faut il faut que les gens qui ont des ressources, alors quand je parle de ressources, c'est pas seulement ressources financières, ressources matérielles, hein, qui ont des ressources morales, qui ont des ressources intellectuelles, s'engagent dans la gestion du pouvoir, s'engagent dans la vie politique. Sinon, ils vont dire je fais pas la politique, alors la politique va les faire forcément. Nous parlons à présent de ces personnes qui ont perdu la vie dans des manifestations qui ont suivi la validation de la candidature du président de la République. Qu'en dites-vous? Les Sénégalais sont-ils devenus plus violents ou bien vous dites ils sont devenus plus patriotes parce qu'ils défendent leur constitution? Ils sont devenus plus violents, ça on l'a montré. On a montré évidemment que nous sommes dans une société qui a perdu certains de ses repères et que les noyaux sociaux de base ainsi que les ressorts sociaux qui fonctionnaient comme des amortisseurs pouvant permettre de lutter contre certaines formes de violence, ces choses-là sont en train de se détraquer. L'homo sénégalensis est devenu de plus en plus violent, aussi bien dans sa conduite que dans sa parole. Vous voyez donc il y a toute forme de violence symbolique, langagière qui sont en train aujourd'hui de traverser la société sénégalaise de part en part. Mais l'autre aspect, c'est que justement le Sénégalais est quelqu'un qui est beaucoup plus engagé dans la vie politique. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut plus se considérer comme un citoyen dilettant, spectateur, amateur. C'est quelqu'un qui veut être un actionnaire de la vie politique. C'est comme dans une entreprise, un actionnaire est quelqu'un qui fait un investissement, mais qui réclame sa dividende. Alors, de la même manière ici, vous avez des citoyens qui réclament leur dividende. Des citoyens qui sont en train de dire, la Constitution, c'est nous qui l'avons élaborée, parce que c'est nous qui l'avons votée. Et qu'en conséquence, lorsqu'il y a quelques touches au niveau de la Constitution, ça doit susciter notre assentiment, notre consentement. Un patriotisme constitutionnel, comme absolument. Un patriotisme constitutionnel ou un patriotisme tout court, qui fait que nous avons un citoyen sénégalais qui, de plus en plus, se positionne comme un actionnaire. Quelqu'un qui dit, il faut compter avec moi. Alors, attention, certains considèrent que ce mouvement-là consiste à lutter pour
remettre en cause un pouvoir qui est en place, c'est un mouvement qui va se positionner comme un contre-pouvoir pour tout pouvoir qui sera désormais établi. C'est-à-dire donc, désormais au Sénégal, tout pouvoir qui sera établi doit compter justement avec un mouvement, avec un contre-pouvoir populaire fort. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Les gens vont dire désormais que nous demandons aux comptes, nous demandons des comptes à ceux qui exercent le pouvoir. Donc ceux qui exercent le pouvoir ne faut plus s'enfermer dans un protocole de confinement. Il faut qu'ils comprennent que désormais, nous avons des populations actionnaires qui réclament leurs dividendes. Et comment en est-on arrivé là? Mais justement, il y a un certain nombre de métamorphoses. Il faut dire que le taux de scolarisation est devenu plus élevé au Sénégal. Il faut dire que les médias ont joué un rôle excessivement important en termes de communication et de sensibilisation de masse. Il faut dire que les zones rurales sont de plus en plus ouvertes à la modernité. Il faut dire, et puis enfin, que nous avons un certain nombre de situations de pauvreté et de détresse vécues par les populations qui, à partir d'un certain moment... Un ensemble de facteurs. Un ensemble de facteurs qui ont convergé et qui ont créé une sorte de matrice dans laquelle finalement le Sénégalais installé au centre se dit que je ne peux plus continuer à faire comme avant. Sinon, qu'est-ce qui risque de m'arriver? C'est la pauvreté, c'est une situation de détresse, c'est l'illettrisme, c'est un isolement, c'est une exclusion. Alors j'ai besoin d'être au centre des sphères de décision. Et pour cela, il faut que je m'éveille, il faut que je m'engage. Aujourd'hui, ce n'est plus le phénomène Barça et Barsac, mais c'est la défense de la Constitution. Absolument. Vous avez, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que quand la pauvreté, quand la misère s'empare des populations, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les différents secteurs de l'économie sénégalaise, vous vous rendez compte qu'ils sont presque tous à genoux. Le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, bref, ce que nous appelons l'économie rurale, rencontre des difficultés, tant et si bien d'ailleurs que beaucoup de jeunes du monde rural quittent les campagnes pour venir s'installer en ville, notamment au niveau des espaces périurbains à la recherche d'emplois de survie. Ils bricolent au quotidien des activités de survie. Vous avez le secteur secondaire, les industries. Combien sont-ils les populations, les Sénégalais les travailleurs d'anciennes entreprises fermées qui font jusqu'à ce jour des grèves de la faim parce qu'ils n'ont plus possibilité d'accéder à leur outil de travail. Si vous prenez le secteur tertiaire, il est essentiellement marqué par l'informel, donc avec une absence totale de traçabilité des flux financiers qui sont mobilisés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une économie sénégalaise qui rencontre de sérieuses difficultés. Et vous avez la misère qui se développe de plus en plus. On a parlé de famine qui guette certaines localités. Oui. En conséquence, les populations ne peuvent plus rester les bras croisés. À un certain moment, elles se lèvent et elles disent « Nous faisons partie du pays et nous avons le droit de demander notre part ». C'est pourquoi je parlais d'un citoyen actionnaire qui se dit « Je demande mon dividende ». Donc, je ne vais plus fuir, je ne vais plus prendre les bateaux pour aller à Barcelone, je vais rester ici, je vais me battre et je vais changer l'ordre des choses. Et ça, il faut que tous les pouvoirs qui désormais sont à la tête des institutions, il faut que tous ces pouvoirs-là comprennent qu'ils auront affaire à des populations déterminées à contrôler la gestion de la chose. Donc on assiste à l'émergence d'un Sénégalais de type nouveau, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Absolument, je crois que les jeunes de Y'en a marre ont bien formulé l'émergence d'un Sénégalais de type nouveau, ce qu'ils appellent le NTS, un nouveau type de Sénégalais. Mais disons que ici, ce qui va caractériser le citoyen actuel sénégalais, c'est sa décision ou sa posture à réclamer désormais sa dividende. Donc c'est quelqu'un qui va demander au pouvoir des comptes. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre comment ça fonctionne et c'est quelqu'un qui dira que je ne suis plus d'accord que l'on fasse les choses d'une façon plutôt que d'une autre, qui ne répondent plus à mes préoccupations. Donc nous avons aujourd'hui une population qui dit que je vais être à côté du pouvoir, à proximité du pouvoir et non pas quelqu'un totalement éloigné des sphères de décision. Et pour en revenir à la violence, la thèse qui fait des Sénégalais des pacifistes peut-elle être remise en cause à la lumière des événements? En fait, le pacifisme, c'est un ensemble de conditions. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est au pouvoir, qui respecte les populations, qui fait preuve de transparence dans la gestion du pouvoir au quotidien, quelqu'un qui établit de véritables vases de communication entre lui et les populations, quelqu'un qui est accessible par les populations. Quand vous avez vu qu'à partir d'un certain moment, les gens ont préféré aller se suicider devant le palais, ça c'est la meilleure preuve qu'il y a un protocole de confinement de l'habitant du palais qui est complètement éloigné des populations, qui pour parler à celui-là sont obligés d'aller s'écraser purement et simplement devant le palais jusqu'à mettre fin à leur existence. Donc, si vous avez tout ça, il n'y a pas de problème, la paix s'installe. Si les choses se déroulent de la façon la plus normale, de la façon la plus légale, dans le respect strict des normes qui sont établies, dans le respect des règles du jeu, vous avez un jeu sans violence, vous avez le fair play total. Par contre, si vous avez quelqu'un qui tord le cou aux règles du jeu, si vous avez quelqu'un qui change les règles du jeu au cours du jeu, à partir de ce moment-là, vous créez les conditions
d'une manifestation de la violence. C'est-à-dire donc, en fait, la meilleure façon de créer la violence, c'est surtout pour ceux qui exercent le pouvoir, c'est non seulement de s'éloigner des populations, mais de poser des actes qui sont de nature à remettre en cause les règles du jeu qui ont été posées. Et des fois, en fait, il faut malheureusement le dire pour le déplorer, il y a des postures adoptées par certains qui sont de nature qui expriment une certaine arrogance, un certain éloignement par rapport aux populations, et cela suscite la violence. Donc disons qu'en fait, c'est malheureusement la forme la plus perverse de l'exercice de la vie politique, notamment quand il s'agit de la démocratie. Quand il s'agit de la démocratie, il s'agit plutôt de joutes oratoires, il s'agit plutôt de combats d'idées, de combats de programmes, et non pas de recours à la violence pour casser quoi que ce soit. Donc je crois qu'encore une fois, il faut en appeler à la sagacité des uns et des autres, que les uns et les autres comprennent que nous voulons construire une démocratie. Mais si nous voulons construire une démocratie, il faut que d'abord ceux qui ont la gestion de la chose publique, ceux qui ont le pouvoir, il faut qu'il soit plus respectueux des populations, il faut qu'il soit plus ouvert aux populations, il faut qu'il soit respectueux des règles du jeu, mais que les autres aussi ont le devoir de dire nous sommes contre, mais alors quand nous sommes contre, nous le sommes avec des programmes, nous le sommes avec des arguments et non pas avec la violence. Donc vous dites attention, les Sénégalais sont certes un peuple pacifique, mais pas un peuple passif. Oui, tout à fait. La passivité, il n'y en a pas. On a toujours considéré qu'il y a des peuples qui font rien, qui sont complètement mous, qui sont dans la mollesse la plus totale et qu'on peut leur apposer tous les fardeaux possibles et imaginables. Ils vont l'endosser. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. L'homme peut reculer jusqu'à un certain niveau. Et à un certain niveau, il a tendance à exploser. Et je crois qu'il faut bien que l'on comprenne cela et que l'on évite le plus possible de poser des actes qui sont de nature à susciter la violence. Et parce qu'on a vu évidemment que le 23 juin, il y a eu des manifestations de violence inouïes au Sénégal. On a vu quelques jours après, le 27 juin, d'autres manifestations de violence liées au délestage, qui étaient des manifestations de violence inouïes. Mais on a vu aussi, dans les années 89, entre le Sénégal et la Mauritanie, on a vu des Sénégalais aussi s'adonner à des actes de violence qui jusque-là étaient pratiquement insoupçonnés. Ça veut dire qu'au fond, il faut arrêter de croire qu'il y a un peuple mou, qu'il y a un peuple totalement passif dans l'absolu, ça n'existe nulle part. Il faut que nous sachions raison garder, que nous respections tous les règles du jeu. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème au niveau du dialogue politique. On l'a dit pendant longtemps. On a dit pendant longtemps que les gens ont besoin, surtout ceux qui sont dans l'échiquier politique, d'être ensemble autour d'une table et de discuter les règles du jeu. On a fait des élections présidentielles en 2007. On a fait des élections locales en 2009. Mais jusque-là, il n'y a eu aucune table ronde entre les hommes politiques pour faire l'évaluation de ces élections. Mais quand on fait des élections, il faut en tirer les conclusions, il faut faire une évaluation entre les différents acteurs politiques. Ces évaluations permettront de montrer là où se trouvent les problèmes. Le Sénégal est venu de la Coupe d'Afrique. On a fait des contre-performances. Mais les gens ont dit qu'il faut faire une évaluation pour voir où se situent les problèmes, situer les responsabilités, et puis après, voir comment se positionner par rapport aux perspectives. C'est exactement la même chose au niveau de la vie politique. Et c'est pourquoi, en fait, en l'absence totale de dialogue politique, une Assemblée nationale et un Sénat complètement désaffectés par l'opposition, alors vous avez tous les ingrédients qui avaient été réunis pour créer une situation de face à face et non de côte à côte entre les acteurs politiques. Justement, vous faites allusion à la CAN ratée des Lions. Faut-il faire un link entre cette contre-performance de l'équipe nationale et les événements qui surviennent ici au Sénégal? Il y a forcément un lien. Alors, il y a forcément un lien entre la désillusion de Bata et le surplus de violence à un certain moment. Parce qu'en réalité, la frustration issue de la contre-performance des Lions à Bâle est venue s'ajouter à une autre frustration qui existait déjà. Et évidemment, le cocktail est explosif. Oui, le cocktail est devenu explosif. Mais c'est pourquoi je dis qu'il y a un rapport. Une société, c'est un tout. Vous avez l'économie, vous avez la culture, vous avez la communication, vous avez le sport, etc. Tous ces éléments constituent un ensemble. Et lorsqu'un élément pose problème, ça se répercute sur le fonctionnement de l'ensemble. Vous voyez, par exemple, comment le sport infiltre très souvent la vie politique. Comment aujourd'hui les hommes politiques font référence à la lutte. Le président dit que si vous terrassez quelqu'un une première fois et que lui il dit que c'est pas très clair, il faut le terrasser une seconde fois. Vous voyez, là on est en train d'utiliser la sémiologie de la lutte, la sémiologie du sport, les autres aussi font de même, et qui montre évidemment que le sport n'est pas complètement déconnecté de la politique. Donc aujourd'hui le pouvoir peut regretter la contre-performance de l'équipe nationale. Oui, tout à fait. Qui aurait contribué à un peu attendrir les cœurs. Absolument. On a vu par exemple qu'en 2002, lorsque l'équipe nationale de football du Sénégal faisait des performances au niveau de la Coupe d'Afrique et au niveau de la Coupe du Monde, on a vu tous les hommes politiques côte à côte
pour saluer les victoires et les performances du Sénégal. Donc ça veut dire qu'évidemment, on ne peut pas du tout dire que les contre-performances de l'équipe nationale n'ont en rien impacté sur le fonctionnement de la vie politique au Sénégal et que le pouvoir aurait... le pouvoir utilise des appareils. Des appareils pour calmer le jeu, notamment lorsque le front social est en ébullition. Et parmi ces appareils, vous avez le sport, vous avez la culture, etc. Et des fois, c'est des combats de lutte qui sont alléchants, qui sont servis aux populations, de manière à les mettre dans le divertissement. Pascal dit que le divertissement est souvent diversion. Et à partir de ce moment-là, les gens ont tendance à oublier les véritables enjeux de l'heure parce qu'ils sont préoccupés à autre chose. Alors donc, de ce point de vue-là, il faut un schéma de déconstruction qui pourrait permettre aux populations de comprendre au fond qu'il y a des problèmes de l'heure, qu'il y a le football, qu'il y a la lutte, mais qu'il y a aussi le vécu quotidien, que le prix du riz a augmenté, que le prix des denrées de première nécessité, ces prix-là ont augmenté, que le loyer pose problème et que, évidemment, il y a des populations qui vivent une misère totalement abjecte au quotidien au Sénégal. Et il y a aussi les marabouts. Comment analyser la posture de la classe maraboutique qui, au lieu de trancher le débat dans le vif, se résume justement à renvoyer les deux camps dos à dos? Même s'il faut reconnaître, il y a quelques marabouts quand même qui se sont clairement prononcés. Oui, alors il faut voir que, premièrement, au Sénégal, les confréries ont joué un rôle excessivement important au plan politique. Déjà, pour lutter contre l'agression coloniale. Le colonisateur, notamment le colonisateur français, c'est quelqu'un qui au moins était mu par deux préoccupations. Première préoccupation, c'est exploiter les ressources économiques. Deuxième préoccupation, c'était exploiter les ressources culturelles, notamment dans le cadre de la politique d'assimilation. Alors, les confréries se sont positionnées comme des espaces de résistance. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, les confréries ont dit que nous n'acceptons pas que les colonisateurs viennent exploiter nos ressources matérielles, mais en plus que les populations soient victimes de l'assimilation coloniale. Et donc, les confréries se sont présentées comme autant de verrous, si vous voulez. Elles se sont présentées comme étant de boucliers qui se donnaient pour mission de protéger les populations contre l'assimilation coloniale. Alors, lorsque nous sommes arrivés à l'indépendance, mais ça c'est une chose qui est excessivement importante, les confréries ont travaillé dans le sens de favoriser une solidarité pluriethnique en se positionnant comme des instances transethniques ou métaethniques. C'est-à-dire qu'au fond, à l'intérieur de chaque confrérie, vous trouvez des gens qui viennent d'ethnies différentes. Mais vous trouvez aussi des gens qui appartiennent à des formations politiques différentes. À partir de ce moment-là, le rôle de la confrérie, c'est certainement de jouer un rôle d'intégration, de travailler dans le sens d'intégrer, de travailler dans le sens de créer cet espace de dialogue, etc., que les gens s'entendent autour d'un certain nombre de valeurs. Et il faut dire que cela a joué un rôle important dans la stabilité sociale du Sénégal jusque-là. Les confréries, dans leur ensemble, ont joué un rôle important dans la stabilité sociale du Sénégal jusque-là, et même dans la stabilité politique. Jusque-là, mais actuellement... Oui, bon, maintenant, maintenant, il faut, je crois, qu'elle continue à être dans cette position d'équidistance par rapport aux formations politiques et qu'elle soit là pour arbitrer les conflits. Mais la meilleure façon d'arbitrer les conflits, c'est les prévenir. Alors il faut dire que nous, depuis longtemps, nous avions attiré l'attention de tout le monde sur le fait qu'il y a un feu qui couve. C'est en ce moment-là que les confréries devraient jouer un rôle prophylactique qui devait consister à mettre tout le monde autour d'une table et à leur dire, écoutez, les règles du jeu sont posées, il faut que les uns et les autres respectent les règles du jeu. Une fois que l'arbitre a donné le signal du match, il faut que les uns et les autres fassent preuve de fair play. Parce que, au fond, l'objectif, c'est le Sénégal. Je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait bien, peut-être, qu'au niveau des espaces confrériques, que l'on mette en place un dispositif qui permette de lire au quotidien ce qui est en train de se faire sur le plan politique, sur le plan économique au Sénégal, et d'intervenir à temps, au lieu d'attendre que la situation en arrive à un niveau de pourrissement absolument difficile à régler, et c'est le cas actuellement. Les gens ont attendu que la candidature de Wade soit validée par le Conseil constitutionnel pour commencer à se prononcer. C'était encore déjà très tard, parce que bien avant, le M23 avait dit, si le Conseil constitutionnel valide la candidature de Wade, on considère cela comme une forfaiture juridique, et nous allons nous poser en nous opposant à cette décision qui pourrait être émise par le Conseil constitutionnel. Donc bien avant, je crois que les confréries, telles qu'elles l'ont toujours fait jusque-là, devaient mettre les acteurs. Il ne s'agit pas seulement de dire aux acteurs, il s'agit de les mettre côte à côte.
de les mettre autour d'une table et évidemment de revenir sur les règles du jeu et d'amener les uns et les autres à respecter les règles du jeu qui ont été édictées. Donc les régulateurs sociaux, que sont les marabouts, ont failli dans leur mission. Oui, il faut dire que là quand même, les gens ont voulu mettre l'accent sur le curatif et non sur le préventif. Alors ce qui était le plus important, c'est mettre l'accent sur le préventif. Cette prophylaxie dont je parlais tantôt, qui consistait bien avant à mettre les gens autour d'une table. Je crois qu'il y a eu un groupe qui a essayé de jouer un rôle de médiateur, c'est le groupe des 6, n'est-ce pas, composé d'individus que je respecte beaucoup et qui ont essayé quand même, tant bien que mal, d'apporter leur contribution à la stabilité du front politique. Mais je crois qu'à ce niveau-là, les marabouts avaient leur rôle à jouer. On a su, et on le sait, tout le monde le sait, que Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, de son vivant, a véritablement joué un rôle de médiateur entre les confréries. On sait aussi que Monseigneur Thiandoum, de son vivant, lui aussi a joué un rôle de médiateur excessivement important et a participé à la pacification du front politique et du front social, mais dans le préventif et non dans le curatif. Il ne faut pas attendre que le mal soit là pour s'agiter. Je crois que c'était bien avant que les mesures devaient être prises pour faire en sorte qu'on n'en arrive pas à cette situation déjà très compliquée. Oui, aujourd'hui, on demande très souvent aux marabouts de parler, mais parler pour dire quoi? Mais pour dire qu'il faut que l'on respecte encore les valeurs. Je crois qu'il y a des gens qui viennent consulter le marabout. Malheureusement, au lieu de donner aux confréries leur véritable rôle dans la société, et qui est d'abord et avant tout, il me semble, un rôle de préparation à la foi religieuse. Dans sa lettre à Serigne Dame Abdourahmane Lo, Cheikh Ahmadou Bamba lui dit: chers disciples, tu me demandes comment faire pour réussir ta vie ici et ailleurs. Je vous demande simplement de respecter les préceptes de l'islam et de suivre la tradition prophétique. Je crois qu'en fait, le rôle premier de la confrérie, c'est de préparer à la foi. Alors, mais la foi, elle est accompagnée d'un certain nombre de choses, d'un respect de valeurs, d'un respect de l'autre, d'un respect des règles qui sont établies par la communauté, parce que je ne suis pas un être complètement écarté de la communauté, j'évolue dans une communauté. Rappelez cela aux acteurs quotidiennement. Et puis, quand il y a des situations qui pointent à l'horizon et qui sont des situations de violence, dès le départ, en aviser les uns et les autres et les mettre autour d'une table. Donc moi, je crois que le plus important, c'est de mettre les acteurs autour d'une table. Et je crois que Serigne Abdou Aziz Sy Al-Amin, Serigne Abdou Aziz Sy Junior, avait dit qu'il était prêt à jouer le rôle de médiateur et à mettre les acteurs autour d'une table. Il faut saluer une telle initiative parce que c'est de cela qu'on a besoin aujourd'hui, c'est mettre les acteurs autour d'une table, c'est rappeler les règles du jeu et que les uns et les autres s'accordent sur les règles du jeu et s'engagent à respecter scrupuleusement ces règles du jeu. Moi, je crois que si cela est fait, le jeu pourra se déployer dans le fair play le plus total, sachant qu'au fond, c'est le Sénégal qui simplement va tirer son épingle du jeu. Les marabouts doivent parler, on est d'accord, mais ont-ils une chance d'être entendus? On se rappelle du 23 juin, malgré les appels, les manifestants n'ont pas obtempéré. Oui, mais c'est ça que je dis. Je veux dire que quand vous appelez à un moment où la situation est devenue déjà critique, ça va être absolument difficile de trouver une oreille attentive. Il y a un proverbe français qui dit que ventre creux n'a point d'oreille. En réalité, quand les gens sont dans la misère la plus totale, on attend du marabout qu'il parle. On attend du marabout qu'il dise qu'il y a des extravagances qui se font au niveau du pouvoir et qu'il faut arrêter. Mais on a vu évidemment un certain nombre de dérapages qui se sont produits au niveau du pouvoir. Ça, c'est incontestable, n'est-ce pas? L'affaire Ségoura, c'est une affaire qui est incontestable. Les gens du pouvoir l'ont accepté. On a parlé d'autres cas, d'autres scandales qui se sont produits au niveau du pouvoir. Et on n'a pas entendu les groupes confrériques se prononcer par rapport à cela. Donc, je crois que c'est bon que ces groupes-là soient des groupes de veille, soient là comme gardiens du temple et qu'ils disent à chacun d'entre nous que vous êtes en train de déraper. Donc, lorsque certains d'entre nous dérapent, qu'on les ramène sur les rails. Parce qu'en réalité, ils ont une responsabilité par rapport à la famille sénégalaise de façon générale. Pas une responsabilité par rapport à leur structure, par rapport à la famille sénégalaise de façon générale. Ils ont toujours eu à jouer un rôle excessivement important par rapport à la stabilité de la famille sénégalaise. Et je sais qu'ils ont encore des ressources, je sais qu'ils s'engagent toujours à le faire. Seulement, il s'agit dans la stratégie de se situer encore une fois dans le préventif et non dans le curatif. Dès que le problème éclate, ça va être absolument difficile de tempérer les acteurs qui sont déjà engagés dans les mouvements. Oui, c'est dans cette grisaille que des artistes comme Youssou Ndour et ceux du mouvement Y en a marre sont entrés dans la danse. Leur présence sur la scène politique peut-elle être interprétée comme un échec des partis politiques classiques, des syndicalistes, des associations de consommateurs où on en parle des marabouts? Oui, il faut dire que le Sénégal n'est pas un microcosme complètement coupé
de ce qui se fait dans l'univers. Aujourd'hui, dans le monde, de façon générale, on s'est rendu compte qu'il y a une crise des idéologies. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez qu'il est absolument difficile de créer une frontière entre les formations politiques qui sont en jeu. Vous voyez les socialistes qui mettent en œuvre des politiques complètement libérales. À un certain moment, c'est Abdou Diouf qui disait moins d'État, mieux d'État. On voit des libéraux qui s'engagent dans des perspectives totalement sociales ou socialistes ou socialisantes. On a vu une excellente initiative d'ailleurs qui a été prise par le président de la République concernant les vieux, c'est le plan Sésame. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément aujourd'hui, avec la crise des idéologies, avec la confusion des idéologies, ça devient absolument difficile d'avoir une traçabilité, une lisibilité des sphères politiques occupées par les différentes formations. C'est ce qui crée la confusion. Vous voyez des socialistes purs et durs qui sont avec des libéraux et qui travaillent avec les libéraux à l'intérieur d'un même gouvernement. Alors tout ça montre évidemment que nous avons une crise des idéologies à l'échelle mondiale et cette crise des idéologies a fouetté aussi notre pays. Alors cela a conduit à une situation où finalement vous avez beaucoup de formations politiques qui ont du mal à dire leur vision. Traditionnellement, les partis politiques avaient une vision, avaient une idéologie, avaient une ligne du parti et il y avait une école du parti dont le rôle était essentiellement de former les militants à cette idéologie et à cette vision du parti. C'est des choses qui sont en train de disparaître. Et toutes choses combinées conduisent à une sorte de décrédibilisation progressive des formations politiques classiques. Alors à côté, on a l'émergence de certaines figures de la société civile qui jusque-là s'occupaient d'autres choses, mais qui sont en train de dire, écoutez, nous avons réussi dans les domaines où nous sommes en train de nous mobiliser. Alors pourquoi ne pas faire une sorte de transposition de ces domaines vers l'espace politique? Est-ce que cette transposition est aussi mécanique? Oui, mais justement, ça pose problème. J'ai entendu Youssou N'Dour dire que j'ai fait mes preuves dans un certain espace, l'espace culturel, l'espace musical. Comme entrepreneur, j'ai créé des choses, j'ai embauché des populations, j'ai travaillé dans le sens de la réduction du chômage, j'ai contribué véritablement au développement de mon pays. Tout cela est vrai. Mais qu'il dit, j'ai donc la posture requise pour être le président de la République. C'est possible, on peut le lui accorder. C'est pourquoi moi, quand même, j'ai été plus ou moins troublé de voir le Conseil constitutionnel remettre en cause quand même la candidature de Youssou N'Dour. Je crois qu'il fallait le laisser voir jusqu'où il en est dans son rapport politique avec les populations. Donc c'est valable aussi pour les autres. À un certain moment, on a entendu parler de Moustapha Sy Djamil et d'autres qui étaient dans la société civile qui ont dit qu'ils voulaient briguer le pouvoir. Mais justement, et ces mouvements ont mobilisé du monde. Si vous prenez un mouvement comme Y'en a marre aussi, c'est un mouvement qui a mobilisé du monde. Mais ça montre évidemment qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer au Sénégal. C'est le fait qu'il y a des individualités, il y a des citoyens qui jusque-là étaient dans leur cadre, dans leur domaine d'évolution et qui ont dit à juste titre, nous voulons nous intéresser à ce qui se fait au centre et sur le plan politique. C'est ce que je disais tantôt. Il n'y a que deux possibilités. Ou bien vous êtes citoyen, vous dites, je ne m'occupe pas de ce qui se fait au centre, donc je suis simple citoyen, ils n'ont qu'à être les politiciens eux. Ou bien vous dites, je suis citoyen actionnaire et engagé, j'ai le devoir de participer à ce qui se fait au centre des instances significatives de décision et je vais tout faire pour prendre le pouvoir. En ce moment-là, je crois que vous êtes vraiment un citoyen responsable et il faut aussi saluer la responsabilité de ces citoyens, Amsatou Sow Sidibé, etc., Youssou N'Dour, Moustapha Sy Djamil, qui se sont engagés et qui ont dit, écoutez, il faut changer la direction que le Sénégal est en train de prendre, c'est une mauvaise direction, il faut aller dans le sens de la prise en charge des véritables préoccupations des populations. Et ça, ils le disent surtout en fonction de leur proximité avec les populations. Leur chance, c'est qu'ils ont une certaine proximité avec les populations. Le contraire des politiciens. Oui, des fois, malheureusement, certains hommes politiques professionnels, certains, sont plus ou moins coupés des réalités vécues par les populations. En fait, je crois qu'il faut approcher la politique aussi sous son aspect moléculaire. C'est-à-dire qu'il y a de petits atomes que les gens ont tendance à laisser de compte. Il faut laisser de côté. C'est au niveau des villages, c'est au niveau des quartiers, c'est au niveau des communautés de base. Les gens rencontrent des difficultés au quotidien et les gens ont leur propre langage pour exprimer ces difficultés. Il faut s'approcher de ces populations. Il faut visiter le registre des représentations symboliques des populations, les contes, les jeux, etc., les proverbes. Toutes ces choses ont à être capturés par les vrais politiciens, à faire l'objet d'une lecture et ça doit être rendu par le langage compris par les populations et attendu par les populations. Sinon, vous créez encore une fois une rupture avec ces populations. Et il me semble évidemment que des personnalités comme Youssou N'Dour, comme Serigne Moustapha Sy Djamil, comme Amsatou
ces personnes qui sont venues de la société civile ont gagné surtout en maturité dans leur rapport de proximité avec les populations. Donc elles connaissent ces personnalités, les véritables problèmes des populations et savent les rendre avec les mots attendus par les populations. Et avec l'émergence de ces nouveaux leaders, assiste-t-on à la mort progressive, si vous voulez, de la classe politique classique? Je crois que la classe politique a intérêt aujourd'hui à se réajuster. Alors, ce n'est pas possible. S'adapter ou périr. Oui, il faut s'adapter. C'est valable pour nous tous d'ailleurs. Nous sommes dans une société qui connaît des changements. Il n'y a pas de société qui soit statique. Toutes les sociétés sont dynamiques. Et dans le temps, dans l'espace, c'est des sociétés qui connaissent un certain nombre de changements, un certain nombre de métamorphoses. Les formations politiques sont obligées de mettre en place des observatoires. À un certain moment, j'ai discuté avec une figure de l'échiquier politique sénégalais et je lui avais proposé de mettre en place un observatoire. L'observatoire que toutes les formations politiques devraient mettre en place devrait consister à voir les changements qui se produisent à l'intérieur du pays et de mettre en place des médications en rapport avec ces changements qui traversent la société de façon générale. En fait, vous savez, très souvent on parle de la société sénégalaise. C'est aussi un abus de langage, il y a les sociétés sénégalaises. Les réalités ne sont pas vécues de la même manière selon qu'on soit à Dakar, selon qu'on soit au Fouta, dans le Fogny, etc. Et qu'en conséquence, il y a des dynamiques sociales spécifiques dans les différentes localités et ces dynamiques sociales devraient faire l'objet d'une compréhension, d'une étude, d'une investigation et les données cueillies de ces investigations pourraient alimenter les discours des politiciens. Malheureusement, ce travail n'est pas toujours fait. Les gens, donc, à part de ce moment-là, émettent des discours complètement abstraits et qui sont de façon approximative seulement en rapport avec les vrais problèmes vécus par les populations. On a parlé tout à l'heure du mouvement Y en a marre. Le phénomène Y en a marre, comment l'analyser? Ce phénomène qui s'empare d'une bonne frange de la population. C'est un phénomène de fatigue. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un niveau où tout le peuple sénégalais en a marre. On a vécu des problèmes. On a vu des jeunes qui ont pris des bateaux, qui ont préféré mourir en mer plutôt que de rester ici au Sénégal, vivre dans des situations dramatiques. On a vu des enfants dans la rue et on les voit, on les côtoie tous les jours, des enfants dans la rue qui sont à la recherche de pitance, qui sont à la recherche de petites pièces. Une petite étude qui a été faite sur les enfants mendiants. On leur a demandé qu'est-ce que vous voulez devenir demain. Ces enfants ont répondu nous voulons devenir des apprentis car rapides. Parce que simplement ils voient que l'apprenti car rapide a des pièces. Or, pour cet enfant-là, sa seule préoccupation c'est la pièce. Exploité qu'il est par un adulte véreux qui se sert de cet enfant pour régler ses problèmes au quotidien. La société sénégalaise dans son ensemble se heurte à des difficultés. Les gens vivent des problèmes au quotidien. C'est ça la réalité. Il y a un ras-le-bol général. Il y a un ras-le-bol général. Et le problème qui se pose, c'est que justement au même instant, on a l'impression qu'il y a d'autres qui vivent dans un autre pays. C'est cela le problème aussi. C'est-à-dire qu'il y a un fossé qui est devenu de plus en plus grand entre ce que les Ivoiriens appellent les gens d'en haut et les gens d'en bas. Entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. Donc des gens qui vivent une crise totale. Et donc il y a un ras-le-bol généralisé. Le mouvement Y en a marre a su utiliser les termes qu'il faut. Et c'est ça qui fait le charme du mouvement Y en a marre. C'est d'avoir utilisé ce que je disais tantôt, la sémiologie connue par les populations, le langage connu par les populations pour parler à ces populations. Parler par exemple du Das Fananal. C'est un terme qui est très connu dans le registre langagier familier sénégalais et c'est important. C'est le fait de parler de Dalu Ndakaru, donc le fait de faire du porte-à-porte, n'est-ce pas? Le fait de dire Wagni Poto. En fait, c'est des termes qui sont connus par les populations, qui traduisent une certaine détresse, qui traduisent un certain malaise. Et c'est justement ces termes qu'ils ont utilisés pour s'adresser aux populations. Et c'est pourquoi, en fait, il me semble qu'il y a eu un ralliement important, notamment un ralliement des jeunes, frange la plus vulnérable de la population sénégalaise. Donc, un ralliement généralisé des jeunes autour de ce mouvement Y en a marre. Docteur Djiby Diakhaté, nous abordons le dernier point de notre débat. On est en campagne électorale depuis une semaine. Sentez-vous un réel engouement autour de cette campagne? Oui, il me semble en fait qu'il y a deux points que nous n'avons pas réussi jusque-là à séparer de façon très claire. Le premier point, c'est la candidature de Abdoulaye Wade. À un certain moment, on a posé la question de la candidature de Wade. Le deuxième point, c'est la popularité des uns et des autres. En réalité, la candidature de Wade a fait l'objet d'une validation de la part du Conseil constitutionnel, qui est l'instance juridique reconnue par tous les partis politiques. Parce que je crois que Serigne Mbacké Ndiaye a raison de dire si les gens ne reconnaissent pas le Conseil constitutionnel, ils n'auraient pas dû déposer leur candidature ou faire des recours. Donc, structure reconnue qui a validé
la candidature du président Wade. Et justement, nous avons le mouvement du 23 juin qui lutte contre la candidature du mouvement Wade. Ça, c'est du président Wade. Ça, c'est une affaire. Mais de l'autre côté, vous avez la popularité des uns et des autres. Et je dis, attention, il faut faire la différence entre la validité de la candidature de Wade et la popularité de Wade. Il reste toujours populaire. Il reste toujours populaire. Wade reste populaire et Wade mobilise une bonne frange de la population. Parce que justement, Wade peut se prévaloir d'un bilan. De la même manière que moi, je ne suis pas d'accord que l'on dise que le PS n'a rien fait pendant 50 ans, ça n'a aucun sens. De la même manière, c'est quand même faux de dire que Wade n'a rien fait pendant 12 ans. Au contraire, il a un bilan. Il a un bilan dans tous les domaines, l'éducation, la santé, les infrastructures, etc. Donc, il faut faire la différence entre la validité de la candidature de Wade et la popularité du candidat Wade. Maintenant, l'autre aspect, c'est que justement les populations ont des problèmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes qui traversent la société sénégalaise. Mais on ne trouve pas une analyse vraiment profonde des préoccupations des populations au quotidien à travers les discours qui sont émis par les différents, en tout cas par certains candidats. En réalité, vous avez plutôt des promesses. Pour ce que nous voyons, parce qu'évidemment, nous avons une posture assez délicate, nous avons 5 minutes de discours des uns et des autres. Qu'est-ce qu'ils disent pendant tout le meeting, nous ne le savons pas. Mais en réalité, de ce que nous percevons à travers ce segment qui nous est présenté par la télévision nationale, de ce que nous percevons, c'est justement une litanie de promesses. Je ferai ceci, je ferai... Et on y va de toutes les imaginations possibles et possibles. Donc, le plus important dans cette affaire, et ce que les populations attendaient, je crois, c'est, comme j'ai dit, une prise en compte réelle de leurs préoccupations. Ce qu'ils vivent au quotidien, les drames qu'ils sont en train de vivre au quotidien, les populations attendent que les uns et les autres parlent de ça et disent comment ils vont mettre en place des solutions pour qu'ils sortent de ce trou dans lequel elles sont. C'est ça la préoccupation et il ne me semble pas que cette préoccupation soit vraiment prise en charge par tous les protagonistes qui sont en présence au niveau du jeu politique. Oui, vous avez parlé de la popularité de Wade qui reste intacte. Une popularité qui pourrait déboucher sur quoi? Sur sa réélection? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est pourquoi à ce niveau-là, je dis que c'est important de démêler les deux choses. Wade peut être réélu et légalement et dans la transparence la plus totale. Attention. On ne va pas accuser les djinns d'avoir voté. Non, les djinns ne votent pas. Non, il faut veiller à la transparence du scrutin. Il faut veiller à la transparence et à la régularité du scrutin. Je crois qu'il y a déjà les observateurs de l'Union européenne qui sont déjà au Sénégal. Nous avons le comité électoral national indépendant qui est en train de travailler. La Sénat, qui est en train aussi de travailler. Très bien. Il faut que toutes les mesures soient prises en amont, pendant et après, en aval, pour veiller à la régularité et à la transparence du scrutin. Si Abdoulaye Wade participe au scrutin, si sa candidature passe, bon, c'est déjà fait par le Conseil constitutionnel, si Abdoulaye Wade dit « moi je ne retire pas ma candidature, je vais voter », et que les autres partis votent, et que de façon transparente, Abdoulaye Wade gagne et les autres lui présentent ses félicitations. Et que c'est parfaitement possible ce cas de figure. Ah oui, même au premier tour. Ah oui, non, au premier tour, à mon avis, c'est possible parce que Wade est quelqu'un qui garde intacte sa popularité. Wade est quelqu'un qui peut se prévaloir d'un bilan. Wade est quelqu'un qui sait utiliser de façon intelligente les signaux sociaux et notamment les ressorts religieux. Et Wade est quelqu'un qui peut émettre un discours en rapport avec, si vous voulez, les populations, les préoccupations des populations, ce que les populations veulent entendre. C'est Wade qui dit, je mettrai en place une sorte de pécule pour les chômeurs, n'est-ce pas? C'est Wade qui est allé prier auprès des marabouts, c'est Wade qui a fait un petit bout de chemin avec un marabout vers une grande mosquée, c'est Wade qui utilise ces symboles-là. Au même instant, les gens étaient en train de se battre autour de la candidature de Wade. Il y a un problème, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Et au même instant aussi, nous avons une opposition qui est encore tatillonne à mon avis. Au départ, les gens avaient dit qu'ils vont vers une candidature de l'unité, en sachant que ce n'était pas possible. Ça a été un clash, et puis après avec la candidature de Wade, on a l'impression encore qu'ils se retrouvent. Et qu'ils se retrouvent, non pas sous la forme d'une unité organique, mais sous la forme d'un conglomérat de personnes qui sont ensemble, mais qui ne sont pas ensemble. Et je crois qu'évidemment, là aussi, Macky, à mon avis, Macky Sall est quelqu'un qui a eu raison de dire qu'il va sortir de cela et qu'il va battre campagne. Moi, il me semble que c'est cela qui devrait être la véritable attitude, c'est se battre pour gagner les élections. Et l'autre combat pour la candidature de Wade est un combat qui est essentiellement porté par le M23. Le M23 n'a qu'à continuer son mouvement. Vous trouvez catastrophique la stratégie des candidats du M23? Tout à fait. Je trouve évidemment que ces candidats devraient se revoir et se dire que nous avons un combat à mener. C'est aller vers les populations,
c'est susciter une orientation des suffrages des populations pour notre compte, c'est veiller à la régularité, à la transparence et à la sincérité du vote. Si nous arrivons à ça, nous avons déjà fait un bon travail. Et maintenant, le travail consistant à lutter contre la candidature de Wade, ça, le mouvement M23, qui est un mouvement structuré, dirigé par Alioune Tine, qui est mon ami, qui est mon frère, c'est un mouvement qui va continuer à faire son travail. Alors, à mon avis, Wade est quelqu'un qui, participant aux élections, peut parfaitement gagner, je le pense, au premier tour. Et en ce moment-là, on pourra dire que Wade a gagné, il est un président élu, mais c'est quelqu'un qui ne devait pas participer au vote. Moi, je crois que Wade ne doit pas participer au vote. C'est ça mon point de vue. Je pense que la candidature de Wade est une candidature de trop. Je le pense. Mais je pense aussi que Wade est quelqu'un qui a gardé intacte sa popularité. Et je continue à penser qu'il est possible que si les élections se passent de la façon la plus régulière et la plus transparente, qu'il est possible que Wade gagne les élections. Donc, il faut faire la différence entre la régularité de la candidature de Wade et la popularité de Wade. Ça, c'est deux choses qui sont totalement opposées. Nous restons dans le débat programmatique. On entend des programmes sur l'économie, sur le sport, sur la culture. Mais y a-t-il un programme qui concerne le type sénégalais, la reconversion des mentalités? Est-ce que vous le sentez? Oui, en fait, il y a des candidats qui se sont présentés essentiellement autour de ça. Quelqu'un comme Ibrahima Fall est un candidat qui, je crois, s'était positionné essentiellement autour de la question des valeurs, autour de la reconversion des mentalités. Et ça, ce qui fait, à mon avis, la particularité de Ibrahima Fall, c'est quelqu'un qui sait justement utiliser le discours attendu des populations, donc qui parle vraiment un langage que les populations peuvent comprendre. Mais en plus, Ibrahima Fall est quelqu'un qui incarne quand même l'honnêteté, la droiture, etc. Et je crois que c'est une très bonne chose. Mais si, évidemment, Ibrahima Fall faisait la campagne qu'il faut, dont je viens de parler, au lieu d'être toujours ensemble avec le M23, un ensemble de partis, chacun... Je crois qu'Ibrahima Fall gagnerait à aller faire comme... pas à aller faire comme Macky Sall, il a sa particularité, mais à aller battre campagne et à aller parler aux populations justement de cette nécessité de changer les mentalités, de changer d'approche de gestion, de plus de respect, de plus de pondération dans la gestion des choses politiques. Il en est capable, il a les ressources et il a une trajectoire qui lui permettent évidemment de défendre une telle thèse. Malheureusement, il me semble que ce qui est en train de se faire actuellement, ce n'est pas, il me semble, une très bonne option. Oui, que pensez-vous rapidement de la proposition de Cheikh Bamba Dièye qui propose que le président du Sénat soit là jusqu'au mois d'avril? Il va, à 60 jours après, il va organiser des élections. Qu'on laisse voir jusqu'au mois d'avril. Après, le président du Sénat va prendre le relais. 60 jours après, il va organiser des élections. C'est ça les problèmes du dialogue politique dont je parlais. C'est-à-dire que là, c'est une proposition, mais vous n'avez pas encore quelque chose qui peut fonctionner sous la forme d'un dialogue. Vous avez des discours qui sont émis de part et d'autre, et les uns et les autres ne s'entendent pas. Donc c'est la surdité la plus totale. Wade est quelqu'un qui continue à considérer qu'il va se présenter. Et moi, je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas un Wade qui retire sa candidature. Je ne le vois pas. Sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Wade est en train de battre campagne. Wade se prépare pour le 26 février. Les autres n'ont qu'à se préparer en conséquence. Merci. Je vous en prie. On n'a pas malheureusement senti le temps passer. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur académique de l'IAM et consultant à l'UNICEF. Mesdames et messieurs, Opinion, c'est fini. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.